Bonjour à toutes et à tous. Merci aux ateliers de J1 et à leur conseil scientifique de nous avoir proposé cette tâche de travailler sur cette table ronde de comment faire entrer la médecine de précision dans la décision thérapeutique de routine au lit du malade. Et je tiens principalement à remercier nos contacts au niveau du conseil scientifique, donc Olivier Blin et Philippe Maugendre. Donc quand on nous a proposé ce travail, on a déjà fait un petit retour sur la médecine de précision et les enjeux actuels que vous connaissez. Donc classiquement, on va être sur une approche dite populationnelle par rapport à la mise en place de thérapeutiques et de traitements médicamenteux. De plus en plus, on arrive à travailler sur une médecine stratifiée, principalement en oncologie, on pourra en reparler. Et puis ce qui va nous intéresser derrière, dans certains domaines, c'est de tendre vers une médecine encore plus précise, vers une médecine individualisée. Et pour ça, on a le développement de nouvelles technologies, de beaucoup de nouvelles technologies. On va en parler derrière, c'est une problématique potentielle. Au niveau diagnostic et suivi des patients, de génomique, d'intelligence artificielle, etc. Donc derrière ça, on a une problématique de balance entre une augmentation très importante des données génétiques, on en a parlé, des données biologiques, mais des données pharmacologiques, on va en parler plus précisément aujourd'hui, on va aussi avoir une redéfinition du périmètre des pathologies. C'est le cas, par exemple, en oncologie, où on va plus parler en pathologie d'organes, mais plutôt par rapport à une mutation génétique, par exemple. Et on va en parler aussi souvent lors de cette petite présentation, un cadre économique contraint qui nous amène derrière à trouver un équilibre sur comment avoir une prise de décision au lit du malade, que ce soit pour un diagnostic, pour prescrire le médicament individualisé, ou pour avoir un suivi individualisé du traitement. Donc pour répondre à cette difficile question, on s'est bien sûr entouré d'experts, donc d'experts que je remercie tout de suite, que je nommerai pas tous pour pas perdre de temps, mais des experts académiques, institutionnels et industriels, comme on a l'habitude de le faire sur ces tables rondes. Et puis derrière aussi des experts dont on parlera un petit peu dans la présentation, qui ont été auditionnés a posteriori de la table ronde, mais pour lequel on avait besoin d'un avis pour travailler sur notre article et sur notre présentation. Le plus difficile, ça a été au début de définir un périmètre. Déjà, il a fallu trouver une définition pour la médecine de précision, et on l'a définie comme toute approche permettant d'optimiser la prise en charge médicale d'un individu en la personnalisant, que ce soit pour affirmer ou préciser un diagnostic, identifier une population d'intérêt, stratifier, un traitement adapté à une cible donnée, donc la théranostique, ou, comme on l'a vu, individualiser un traitement et son suivi clinique. Donc on a fait entrer dans cette définition, qui est bien sûr non exhaustive, parce qu'il a fallu faire un choix, les médicaments, des tests biologiques, dont les tests moléculaires, des dispositifs médicaux, les solutions numériques, dont les solutions d'intelligence artificielle, des actes et des procédures. Donc déjà, on avait un périmètre qui était très important, peut-être trop important, on en reparlera un petit peu dans la discussion. Et on a choisi par contre de faire un focus sur les aspects diagnostiques, pharmacologiques et médicamenteux, mais on a exclu en amont les dimensions sociales, psychologiques et environnementales qu'on peut retrouver aussi dans une notion de médecine de précision, puisqu'il fallait se focaliser sur une partie de cette activité. Donc à partir de là, c'est ce qu'on va vous présenter. On a défini 3 champs d'application pour avoir une méthodologie. Donc un sur la méthodologie d'évaluation des outils de médecine de précision, un second sur l'accès à ces solutions pour les professionnels de santé et les patients, et un dernier sur le bon usage de ces solutions de médecine de précision. Donc on a fait 3 champs d'application, 7 questions et 19 recommandations, et on va vous en présenter les majeures aujourd'hui. Merci Romain. Donc oui, sur la question de l'évaluation, c'était pas un sujet facile, ça a suscité de nombreuses discussions et débats entre nous. Pourquoi ? Parce que la stratification des populations, ça entraîne des problématiques de reconnaissance du bénéfice clinique apporté par ces innovations. Aujourd'hui, dans la perspective de la méthodologie de la HAS. Pourquoi ? Parce que dans cette approche de essais cliniques randomisés, comparatifs, la stratification des populations, ça entraîne à la fois des problématiques de recrutement, puisqu'on est sur des petites populations, donc des bras qu'on a parfois du mal à recruter. Et puis, ça fait aussi naître de nouvelles ontologies, de nouvelles pathologies qui sont caractérisées par leur altération moléculaire. Et pour ces nouvelles ontologies, on n'a pas de comparateur de référence, donc ça pose une problématique en termes de comparaison.
Donc tout ça, c'est les enjeux qui sont plutôt propres aux médicaments. Bien sûr, il y a d'autres enjeux pour les autres types de solutions. Il y a un cadre qui est posé pour les DM, qui est en train d'évoluer pour le numérique. Il y a également la création de la CE-Diag qui va permettre de mieux formaliser les choses pour le diagnostic. Mais donc on voit bien que tout ça, il faut aller plus loin. Je vais dans le mauvais sens. Donc voilà. Donc sur ce sujet, on n'a pas eu la prétention de révolutionner l'approche méthodologique, hein. Mais on s'est dit que d'avoir un espace de discussion pour discuter ces méthodologies d'évaluation, ça pouvait être une piste. Donc ce qu'on a proposé, c'est des consultations multipartites, institutionnelles, académiques, industrielles et patients, pour discuter de ces questions de design, de critères exploratoires. Et un sujet aussi qui nous a pas mal occupé, c'est la question du sursis à statuer quand on a des données immatures, mais qu'on sait qu'on a des données complémentaires qui arrivent, de permettre d'attendre pour évaluer. Et une autre solution qui nous paraît intéressante, c'est aussi les registres de données de vie réelle qui pourraient permettre de nourrir une évaluation en continu et qui répond à cette problématique de population restreinte. Un second enjeu, c'est aussi la mise à disposition concomitante de différentes solutions ou technologies de médecine de précision. Donc il y a déjà des approches qui sont en place au sein de la HAS, mais plutôt pour tout ce qui est droit commun. Donc, ce qu'on recommande, c'est d'étendre ces approches à l'accès précoce. On sait que le futur décret RIHN pourrait être une piste pour associer un médicament en accès précoce et le test compagnon associé. Et puis, il y a une question aussi qui est ressortie, qui est pour les solutions qui ne sont pas encore marquées CE, et là, pour lesquelles il y a un vide, je sais pas, juridique, mais il y a pas de cadre. Donc, ça serait un sujet qui serait à traiter. Et dernier enjeu, une fois qu'on a toutes ces questions d'évaluation, c'est aussi de se dire comment est-ce qu'on peut favoriser le bon usage. Donc, nécessité d'avoir des données fiables pour identifier les solutions à utiliser, et aussi d'avoir des recommandations pour aider les professionnels de santé à savoir dans quel cadre les utiliser. Donc, on recommande la mise en place d'évaluations sur la population d'intérêt, donc de mettre en place des évaluations locales si celles qui ont été réalisées dans le développement n'ont pas été faites sur des populations de même caractéristiques que la population locale. Et puis, ça pourrait aussi permettre d'étayer des recommandations des sociétés savantes, donc des recommandations médicales. Et là-dessus, on recommande que les sociétés savantes intègrent dans leurs recommandations ces solutions de médecine de précision. Donc voilà un peu le panorama de ce qu'on a travaillé sur l'évaluation. On a essayé de prendre ça de façon globale en posant le cadre d'évaluation spécifique avec la question de l'évaluation simultanée, et ensuite de se dire comment est-ce que ça peut être bien utilisé dans le bon usage via notamment une évaluation en continu qui peut aussi permettre de nourrir l'évaluation et le cadre. Merci, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler maintenant de l'accès à ces solutions de médecine de précision par les professionnels de santé et par les patients, avec les questions qu'on avait identifiées, qui étaient comment garantir un accès juste dans l'ensemble des territoires, sur le territoire national, et puis comment assurer la pérennité des modalités de financement de ces technologies et de ces actes. Donc le contexte, c'est que la médecine de précision, c'est l'apanage de centres qui sont très spécialisés. Il n'y a pas d'organisation existante pour savoir comment on répartit ça sur le territoire, comment est-ce qu'on met en œuvre ces solutions, pas de pilotage très clair de l'expertise sur notre territoire national. Un exemple qui nous a semblé vraiment intéressant à cet égard, c'est l'exemple des centres nationaux de référence de maladies infectieuses qui est piloté par Santé publique France, et c'est là-dessus qu'on s'est focalisé pour essayer de trouver une solution à ces problématiques. Et localement, enfin plus récemment, je veux dire, au niveau des laboratoires de biologie médicale, il y a des nouveaux types d'organisations qui sont les laboratoires de biologie médicale de référence, qui pourraient être aussi un cas d'étude. La grande question, c'est comment est-ce qu'on organise, qui fait quoi en médecine de précision, qui est capable de faire quoi, parce qu'évidemment, on a beau dire on veut faire de la médecine de précision partout, est-ce qu'on est capable de la mettre en œuvre, et puis comment est-ce qu'on finance, comment est-ce qu'on arbitre les choix.
Donc nos recommandations, c'était de créer des centres experts en médecine de précision sur le modèle vraiment des centres nationaux de référence en maladies infectieuses. Donc vous voyez un petit schéma là, de ce à quoi ça pourrait ressembler, avec différents niveaux d'expertise, des niveaux très spécialisés qui sont des centres de référence nationaux, qui sont en nombre très limité, des centres de compétences qui irradient sur une grande région, qui peuvent être des CHU par exemple, et puis des centres de proximité plus locaux. L'idée étant de répondre aux besoins en même temps de très haute technicité pour ces solutions de médecine de précision, et en même temps permettre une libéralisation des process. Évidemment, il faut définir les niveaux de compétences de chacun de ces centres, c'est une des grandes questions, ça va dépendre du niveau d'expertise qui est déjà présent dans les territoires, et puis ça va dépendre des besoins qui sont disponibles et qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir déployer ces centres de médecine de précision. L'idée étant d'aller vers un maillage territorial de ces centres de compétences, avec ces différents niveaux, avec un échelon national des centres de référence très experts avec des équipements de pointe, une technologie un peu unique sur le territoire. Donc là, c'est 1 voire 2 centres en France. Un échelon régional avec des centres de compétences qui sont capables d'être un centre de recours pour avoir une expertise au niveau d'un centre hospitalier universitaire ou d'un réseau de CHU, par exemple. Et puis un échelon plus local sur lesquels les centres locaux peuvent faire appel aux centres de compétences via des approches, Mathieu en parlait tout à l'heure, des gains de la télécommunication. On peut réfléchir à une centralisation de certains actes très spécialisés de médecine de précision et puis déployer l'information au travers de téléconsultations, de téléexpertise, de RCP virtuels. Donc là, clairement, on est sur un modèle sur lequel on peut s'appuyer, qui est celui des centres nationaux de référence, et puis avec les laboratoires de biologie médicale de référence, qui peuvent être aussi un genre de case study pour le déploiement de ces centres de compétences en médecine de précision. L'autre question, c'est comment assurer la pérennité des modalités de financement de ces technologies. Évidemment, est-ce qu'on va mettre demain du NGS ou de la spectrométrie de masse haute résolution à tous les coins de rue? Sans doute pas. Donc il faut trouver un moyen, trouver les mécanismes de financement pour pouvoir les déployer, puis les maintenir dans le temps. Et ça, c'est pas forcément très simple. On a déjà des dispositifs qui existent, qui sont cités là sur la deuxième ligne, mais il faut trouver des modalités pour faire rentrer ces actes de médecine de précision dans le droit commun, sinon ça sera un feu de paille vraisemblablement. Et donc nos recommandations pour essayer de pérenniser ces axes, c'est de développer des réunions de concertation pluridisciplinaires de médecine de précision qui seraient pilotées par les centres experts. Donc on retourne sur cette organisation territoriale dont on a parlé, et donc les requérants pourraient solliciter ces centres experts pour avoir un acte de médecine de précision sous la forme d'une ERCP. Donc ça rend vraiment accessible les solutions innovantes au plus grand nombre. Et puis créer un acte de consultation de médecine de précision sur le modèle de la consultation complexe. Donc vraiment développer un acte dédié qui soit adossé à un forfait spécifique. Et donc cet acte, il regrouperait en fait l'acte médical ou paramédical, les examens biologiques, le recours à une solution de médecine de précision, l'interprétation des résultats et la communication, l'explication de ces résultats auprès du patient au cours d'une consultation. Donc ça, on a déjà quelques modèles qu'on essaye de tester et de discuter avec les instances à ce sujet-là. Et puis enfin, sur la pérennité des modalités de financement, notre proposition est de créer une liste en sus pour les actes pour les actes innovants en biologie réalisés à l'hôpital, qui peuvent déséquilibrer des fois les forfaits par leurs coûts très importants. S'ils sont extraits des forfaits, il y a une possibilité de les utiliser et de les rendre disponibles pour les patients. Et puis relancer et assurer la dynamique d'entrée-sortie des actes innovants du RIHN et de la liste complémentaire des actes de biologie. Et ça, on compte beaucoup sur le futur décret RIHN à venir pour essayer de relancer un peu cette dynamique qui est plutôt très calme actuellement. Et donc pour finir, le dernier point, c'était vraiment d'avoir au final un bon usage de ces solutions de médecine de précision, parce qu'on a parlé du coût, on a parlé de la complexité technique, mais aussi on va avoir beaucoup de données générées, et ces données, il va falloir qu'elles puissent être utilisées par les cliniciens et potentiellement par les patients. Donc ça veut dire que ces données, il faut déjà qu'elles soient présentées de manière structurée et homogène pour qu'on puisse les identifier facilement, qu'elles soient disponibles
à l'ensemble des cliniciens et pas que le clinicien qui va demander l'outil de médecine de précision à un moment donné, qu'elle soit disponible sur l'ensemble du circuit de prise en charge du patient et qu'elle soit interprétable pour un clinicien, qu'on rende pas des mutations génétiques, qu'on rende quelque chose qui derrière soit interprétable. Et ça peut avoir un impact individuel pour le soin, mais aussi un impact collectif, parce que si derrière on a des données qui sont homogènes, elles pourront être réutilisées derrière et on pourra extraire ces données. Donc là-dessus, on a discuté et on s'est dit que finalement il y avait un outil qui existait, qui était en plein développement, et donc on a recommandé d'intégrer systématiquement les données patients issues de ces solutions dans mon espace santé de manière structurée. Donc là, on s'est rapproché de la délégation du numérique et Claire Vigier, avec qui nous avons eu des échanges, qui nous a présenté donc l'évolution et la finalisation de la vague 1 du Ségur du numérique, sur lequel on a un développement justement de son espace santé, et la mise en place de la vague 2. Et donc, ça nous paraît très important que ces solutions, dans un contexte particulier créé avec un format qui est vraiment validé, soient disponibles dans mon espace santé pour qu'elles suivent le circuit du patient. Ensuite, la dernière chose, c'était comment former et informer les utilisateurs, que ça soit les cliniciens ou que ça soit les patients. En premier lieu, il va falloir utiliser ce qu'a présenté Florian, donc avec la structure nationale, pour diffuser la connaissance des solutions de médecine de précision, c'est-à-dire dire vous pouvez faire appel à ce genre de solution, c'est pas si compliqué que ça, et derrière on va vous expliquer les résultats. La deuxième chose, et c'est tout à fait cohérent avec ce qui a été dit dernièrement, c'est de développer des interfaces pour véhiculer l'information issue de ces solutions de médecine de précision, intégrer des professionnels d'interface à la prise en charge du patient. Ça revient à ce qui a été présenté précédemment pour pouvoir justement expliquer à la fois aux cliniciens et aux patients. Et le dernier point sur ce côté transmission de l'information, c'est le patient. Et on recommande de relier les informations auprès des patients via les associations de patients. Et là, on a discuté avec Ivani Caillé de l'association de patients Rénalou, qui est sur la greffe rénale, et qui nous a montré tout l'intérêt qu'on pouvait avoir via ce type d'association, les patients, pour avoir des connaissances de ces solutions. Et enfin, pour finir, on recommande aussi le versant en formation théorique, donc d'intégrer la médecine de précision dans la formation initiale et la formation continue des professionnels de santé. Et ben là, finalement, on a remarqué qu'on s'est fait aussi, que c'est quelque chose qui est en place dans les perspectives. C'est même plus une perspective, puisqu'il y a une intégration à la rentrée 2024 au premier cycle des études de santé, aux formations paramédicales, qui va être mise en place sur ces solutions-là. Et donc, c'est quelque chose qui est mis en place et qui nous paraît très important pour avoir des professionnels de santé qui sont formés à ces différentes solutions de médecine de précision. Il me manque une diapo, mais c'est pas grave. Donc juste parce que l'heure est finie, c'est pour ça, on coupe. Donc juste pour conclure, on a essayé de partir sur un sujet relativement complexe, comme vous avez vu, qu'on a découpé avec des champs, je pense d'une manière assez pertinente. On n'a bien sûr pas parlé de tout. Néanmoins, il nous paraît important, et comme c'est le cas assez souvent dans les ateliers de Gien, que finalement cette table ronde en amène d'autres sujets. Pour tout ce qui est numérique en santé, on a une après-midi avec des présentations dédiées dessus, donc c'est très bien. L'année prochaine, il y aura une table ronde sur justement l'implantation de la pharmacogénétique, c'est ça aussi, c'est très bien. Et ensuite, il y a un sujet dont on a parlé pas mal ensemble et qu'on n'a pas pu discuter et qui nous paraît important, c'est aussi discuter vraiment sur la notion d'intelligence artificielle et comment on pourrait intégrer ces méthodologies. Je vous remercie. Merci beaucoup.